Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et surtout le plaisir d'accueillir comme invité le président du groupement des entreprises de Madagascar, Monsieur Thierry Radzone. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que, comme moi, vous aussi, chers auditeurs, vous pensiez que c'est le moment opportun d'avoir quelques idées sur l'avenir des entreprises à Madagascar, notamment après avoir passé ces moments difficiles liés à la pandémie de Covid-19. Mais avant tout, il faudrait quand même, monsieur le président du GEM, faire un petit recul sur ce que ces entreprises ont réellement vécu et enduré durant ces moments difficiles. D'ailleurs, jusqu'ici, il n'y a pas encore eu de données chiffrées, comme sur le chômage technique au niveau de ces entreprises, sur les difficultés financières qu'elles ont dû ou devraient encore résoudre, des chiffres aussi sur les entreprises qui ont dû fermer leurs portes définitivement ou momentanément. Alors, tout d'abord, il y a lieu de préciser que la crise n'est pas derrière nous. Nous sommes encore en pleine crise. Et il est évident que les impacts vont continuer encore à se faire sentir dans les mois à venir. Cela dit, à la date, on va dire peut-être de fin juillet, ce qui est relativement récent, l'INSTAT a fait une enquête téléphonique auprès de quelques 2000 entreprises et il est ressorti de cette enquête téléphonique de l'INSTAT que, je résume, à peu près 100 000 salariés sont en chômage technique ou carrément licenciés. C'est un sondage certes partiel, mais il est clair et évident que un mois après cette enquête qui a eu lieu mi-juillet plus précisément, nous sommes aujourd'hui début septembre, est encore en pleine crise, le tourisme est encore fermé, les marchés extérieurs dans le domaine des exploitations textiles en particulier est encore en pleine crise. Si nous parlons du cas de l'Amérique, qui est un marché important pour nous, même l'Europe, ces pays traversent une crise économique grave et de consommation en particulier, et dont nous subissons encore les conséquences aujourd'hui et dont on ne voit pas encore le bout aujourd'hui. Donc en termes d'emploi, c'est ce chiffre que je vous ai cité. En termes de baisse d'activité, globalement, on estime sans doute que pour l'ensemble des entreprises de la place, les pertes de chiffre d'affaires se situent entre, je dirais 100%, pour des secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme et le transport en particulier, à, je dirais, 20%, peut-être 20% pour des secteurs moins touchés, mais touchés quand même, comme le secteur des télécoms, le secteur de l'Internet. Alors, il semblerait qu'il y a des niches d'activité comme les huiles essentielles, qui ont connu un boom assez extraordinaire en raison de la pandémie. C'est une très bonne nouvelle pour ces entreprises, c'est une très bonne nouvelle pour Madagascar, dans la mesure où on peut effectivement transformer ce type de situation en opportunité grandissante pour demain et faire de Madagascar, pourquoi pas, un grand exportateur de produits de phytothérapie, et pourquoi pas bio d'ailleurs, à destination du monde entier. Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la crise n'est pas derrière nous, mais quand même, récemment, vous avez demandé la reprise des activités. C'est ce qui a été fait depuis une semaine déjà. Comment s'est passée cette réouverture ? Cette réouverture, nous y étions déjà préparés depuis belle lurette, puisque nous avons demandé depuis longtemps à ce que ce soit le cas. Donc pour nous, au niveau des entreprises, c'est juste une extension d'horaire, mais en termes de fonctionnement, il n'y a pas eu de grandes perturbations. Bien sûr, nous nous sommes engagés à respecter les règles de prévention, de distanciation, port des masques, gel. Donc pour nous, il n'y a pas eu tellement de modifications. C'est un
un assouplissement, on va dire, puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans le domaine industriel en particulier, mais pas que dans le domaine industriel, les machines, certaines machines doivent fonctionner 24 heures sur 24. Donc dire qu'une machine ne fonctionne que de 6 heures du matin jusqu'à 13 heures, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais je disais que c'est pas uniquement dans le secteur industriel, parce que si vous prenez le secteur des services, notamment des call centers, nos clients sont à l'étranger, ne sont pas à Madagascar, avec les décalages horaires qui peuvent être de l'ordre de 6 heures à 8 heures. Donc les salariés sont obligés de travailler de nuit. Et je ne vous dévoilerai aucun secret si je vous dis que dans certaines entreprises, pour pallier à la contrainte de couvre-feu et des manques de transport de nuit, certains employés dorment carrément dans l'entreprise, ce qui n'est pas tout à fait une bonne solution. Mais voilà. Donc c'est un assouplissement qui a été fait en vertu de cette décision d'extension des horaires, mais ça n'a pas, on l'a toujours demandé, donc on s'en réjouit. Voilà, il n'y a pas eu d'impact. Donc concrètement, ça n'a pas encore eu d'effet sur les activités. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la notion de confinement, elle a plusieurs étages. Elle se comprend à plusieurs niveaux. Il y a le confinement de Tana, une ville comme Tana qui a été confinée pendant très longtemps, qui d'une certaine manière l'est encore, et qui fait que nous ne pouvons pas, par exemple, travailler normalement avec des clients qui sont en province. Cette contrainte de confinement commence à se lever peut-être un tout petit peu, mais elle n'est pas encore totalement levée. Jusqu'à encore peu de temps, Hermad Saradi ne fonctionnait pas. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont des agences en province, ou des bureaux, des clients, des sites industriels en province, et ils ne pouvaient pas y accéder à cause du confinement, donc ce qui a eu un impact important sur le fonctionnement. Le deuxième niveau de confinement, c'est au niveau national. Nos frontières sont encore fermées, on ne peut pas sortir à l'étranger, et vous savez bien que pour des entreprises qui exportent ou qui importent, certes, la digitalisation peut apporter une certaine forme de solution, mais elle ne résout pas tout. Vous avez entendu le cas de certains importateurs de produits chinois à qui on propose de choisir les produits juste sur Internet, sur des photos, et qui, quand ils découvrent les produits qui sont acheminés à Madagascar, ils trouvent que c'est pas du tout en fait sur quoi ils pensaient, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils en avaient dans leur tête en particulier, parce qu'avant ils allaient sur place, ils choisissaient, ils tâtaient, ils voyaient, donc ils étaient sûrs de la qualité du produit. Donc ce confinement au niveau national quand même un impact aussi très important sur les entreprises. Et pour ne revenir au secteur du tourisme, la fermeture des frontières pour le secteur touristique est encore un frein majeur. Et c'est pas parce qu'on ouvre aujourd'hui jusqu'à 8 heures que les entreprises touristiques fonctionnent normalement. Maintenant, le troisième niveau aussi de confinement, c'est que il y a le monde. Comme vous le savez, la crise du Covid, elle est mondiale, elle n'est pas particulière à Madagascar, et vous avez donc des marchés étrangers qui aujourd'hui ont décidé de fermer physiquement leurs frontières à certains pays étrangers, d'une part, mais deuxièmement aussi, leur propre économie étant gravement atteinte, la consommation dans ces pays-là fortement chuté, au profit de l'épargne, dit-on d'ailleurs, et la consommation chutant, c'est nos exploitations également qui chutent. Et si je ne veux prendre que les statistiques de commerce extérieur de Madagascar au cours du deuxième trimestre de cette année, par rapport à l'année dernière à la même époque, nos exportations comme nos importations ont chuté de presque 30% en un an, ce qui est grave. Donc ça c'est avril, mai, juin, et je peux vous affirmer que juillet, août, septembre ne sera pas différent. Et d'ici la fin de l'année, on n'a pas de visibilité qui nous permette de voir les choses de façon positive. Et ce qui me fait dire que les perspectives du gouvernement quant à une croissance économique
de plus de 8% d'ici la fin de l'année, nous sommes totalement réalistes et que sur la base de nos vécus quotidiens aujourd'hui, nous on estime plutôt que ça va être une baisse du produit intérieur brut de l'ordre de moins 5 à moins 6% qu'on va connaître. Vous avez également demandé de l'aide de l'État. Quel genre de soutien a-t-il déjà apporté ou a-t-il déjà promis, sans parler du report des impôts? Bien, ok, je ne vais pas effectivement revenir sur le report des impôts parce que ce n'est qu'un report. Il n'y a pas du tout d'exonération d'impôts, ce que nous regrettons. Mais au-delà de ce report d'impôts, quelles ont été en fait les mesures prises par le gouvernement au profit du secteur privé? La première mesure qui a été prise, et ce depuis début juin, à ma connaissance, fin mai début juin, c'est la mise à disposition de liquidités auprès des banques commerciales par la Banque centrale. La Banque centrale, de façon assez perspicace, avait anticipé que, en raison de la crise, les entreprises clientes des banques et qui empruntaient auprès des banques risquaient de ne pas pouvoir rembourser ce qu'ils devaient rembourser au moment des échéances dues, et que cela pouvait entraîner une crise de liquidité auprès des banques, sachant aussi qu'on pouvait craindre, ce qui ne s'est pas du tout passé, des retraits massifs d'argent de la part des particuliers qui avaient besoin de liquidité, soit parce qu'ils étaient au chômage et qu'ils retiraient toute leur épargne, ou d'autres raisons. Mais Dieu merci, cette ruée vers les retraits des dépôts n'a pas eu lieu. En revanche, effectivement, les entreprises emprunteuses ont connu des problèmes de remboursement, et donc la Banque centrale a donné des lignes de liquidité qui étaient utiles. À ma connaissance, ces lignes de crédit, de liquidité ont été utilisées à hauteur de 100%. Donc pour dire que le besoin, il était que partiel au niveau des banques. Mais en revanche, ce que nous avons, nous, toujours demandé côté patronat, c'est que les appuis s'adressent directement aux entreprises. Pas uniquement aux banques, mais aux entreprises. Et de quoi ont besoin les entreprises? Les entreprises aujourd'hui, en pleine crise, elles ont besoin, outre les exonérations d'impôts dont on a parlé mais qu'elles n'ont pas eu, c'est des crédits de trésorerie pour pallier à leur insuffisance de chiffre d'affaires, à leur obligation à honorer des paiements immédiats comme les loyers, comme les salaires, comme l'électricité, etc. Mais à des taux réduits, pour ne pas dire subventionnés, et également des crédits garantis, parce que plus la crise dure, moins les entreprises ont la capacité de rembourser ces crédits-là, et il aurait donc fallu imaginer un système de garantie qui puisse rassurer les banques et leur permettre d'octroyer ces crédits à taux bonifié dont je parlais. Nous avions milité pour ce mécanisme depuis fort longtemps, et in fine, à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis en place? C'est la restructuration du projet FIARIN, qui a déjà été mis en place depuis l'année dernière, mais qui était destiné plutôt au monde rural. Et suite à la crise Covid, les autorités ont décidé de restructurer, réorienter le projet FIARIN pour un montant de 50 milliards d'ariari vers les petites entreprises et moyennes entreprises du secteur privé qui pourraient avoir besoin effectivement de crédits de trésorerie à taux bonifié et garanti. Donc, nous avons eu ce que nous voulions, mais juste peut-être deux petits bémols. Le premier bémol, c'est que le montant du projet FIARIN aujourd'hui n'est que de 50 milliards. Nous, ce que nous avions demandé à l'époque, parce que c'était le besoin, à cette époque-là, ils sont aujourd'hui à doubler, c'était de l'ordre de 600 milliards. 10% des encours bancaires. Donc 50 milliards, c'est même pas 10% de ce que nous demandions. La deuxième chose, c'est que c'est le monde rural, du coup, qui souffre. Donc c'est déshabiller Jean pour habiller Paul, n'est-ce pas? Nous aurions plutôt préféré que ce soit l'État, dans le cadre de son budget, qui octroie ces lignes de crédit. Et je parle bien de lignes de crédit. C'est pas des dons d'argent, c'est des lignes de crédit
et que la seule aide que nous sollicitons de l'État une fois de plus, c'était la bonification des taux. Donc si on demandait une bonification de taux de 5 points sur 600 milliards, cela n'aurait coûté à l'État que 30 milliards d'arrière. Qu'est-ce que c'est que 30 milliards d'arrière? C'est rien du tout, c'est peanuts, c'est rien du tout. Mais on ne l'a pas eu. La deuxième chose, c'est que nous demandions une garantie. La garantie, un dispositif était déjà discuté, conçu avec Solidis, avec l'appui de la Banque mondiale, pour un montant de l'ordre de 24 millions de dollars. Et on s'étonne qu'à la date d'aujourd'hui, les autorités n'ont pas toujours donné leur accord pour l'amendement de cette garantie de 24 milliards qui est en cours de discussion. Enfin, là je vous parle que du secteur formel, dont le GEM se préoccupe en particulier. Mais c'est pas parce que je suis au GEM que je ne me préoccupe pas du secteur informel. Vous saviez sans doute que j'ai été à la tête du réseau SECAM pendant 2-3 ans dans les années 2000, et le SECAM, comme beaucoup d'institutions de microfinance, travaille essentiellement avec le secteur informel, et qui d'ailleurs fait pratiquement 25% de notre PIB national et presque 90% des emplois. Donc c'est pas pour autant que je ne me préoccupe pas du secteur informel, et c'est à ce titre que nous avons appuyé la demande de l'association professionnelle des institutions de microfinance pour des lignes de refinancement également aux IMF pour un montant de près de 90 milliards d'arrière, et qui soit garanti également par le Trésor. Ça fait plus de 3 mois que ce point a été discuté. Le président de la République, lors de dialogue public-privé le 17 juin, Yavlou avait formellement annoncé la nouvelle, mais force est de constater que depuis le 17 juin jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore mis en place, alors que les entreprises continuent toujours à s'inscrire. Donc, ce que nous déplorons quelque part, c'est la lenteur des décisions. Et pour insister sur ce point-là, vous savez que le PMDU a été annoncé officiellement le 1er juillet 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. 2 mois après, le PMDU n'est toujours pas mis en œuvre. C'est quand même surprenant. On ne sait pas où est le blocage, on ne comprend pas le blocage, et donc c'est cette lenteur, si vous voulez, des décisions qui nous surprend, alors que dans ce contexte de crise, pour nous, il faut aller vite, il faut être agile, il faut être efficace. Et puis la deuxième chose, c'est ce manque de concertation avec le secteur privé, qui nous paraît fondamental dans des situations exceptionnelles comme aujourd'hui, parce que nous pensons que ni les autorités en elles-mêmes, ni le secteur privé tout seul ne pouvons concevoir l'intégralité des solutions, et encore moins leur mise en œuvre, mais que c'est en se mettant autour d'une table ensemble que nous pouvons construire ces solutions constructives. Avec tout ça, toutes ces solutions, mais aussi cette lenteur, comment trouvez-vous l'avenir de l'entrepreneuriat à Madagascar après la crise? Alors, une autre statistique qui a été relevée par l'IDBM, l'Economic Development Board de Madagascar, c'est qu'au cours du 2e trimestre 2020, il y a eu une baisse de près de 20%, je crois, 20-25%, de nombre d'entreprises créées à Madagascar par rapport à l'année dernière. Donc, bon, vous allez me dire que c'est pas étonnant. Et sans doute que le 3e trimestre, ça va être dans la même veine. Tant qu'on ne sortira pas vraiment de la crise, tant que les perspectives ne sont pas positives, ça risque d'être pire. Ce que l'on doit dire aujourd'hui, mais c'est vrai partout, pas uniquement à Madagascar, c'est partout dans le monde, c'est qu'on a très peu de visibilité. On ne sait pas si cette pandémie va se terminer dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 1 an. Mais en revanche, nous estimons que sans attendre la fin de la pandémie, nous devons mettre en œuvre dès maintenant des mesures de mitigation de sortie de crise économique qui nous permettent de, on va dire, réduire, atténuer les impacts de cette crise-là, et ce, de façon très agressive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, par exemple, je
c'est un exemple. Puisque le tourisme international est à sec pour nous, pourquoi ne pas développer le tourisme local, appuyer le tourisme local? Donc faire en sorte que très rapidement, en prenant bien sûr toutes les mesures de précaution sanitaire qui s'imposent, faire en sorte que tout Malgache, de quelque endroit qu'il soit, puisse circuler librement et passer ses vacances ailleurs. Alors là, malheureusement, nous sommes déjà en septembre. La moitié des périodes de vacances est terminée, donc c'est une opportunité qui a été ratée. Mais bon, les examens étant reculés, peut-être qu'on peut quand même envisager des vacances partielles avant ou après. Autre opportunité aussi, c'est de dire nous avons des produits, comme je disais tout à l'heure, de phytothérapie qui sont très efficaces. Il faudrait, je dis bien il faudrait, en faire une vraie politique nationale, une vraie stratégie au niveau de l'État pour qu'au niveau mondial on promeuve ces produits-là pour qu'on en fasse de nouvelles sources de recettes d'exportation. Donc je dirais qu'il faut faire feu de tout bois aujourd'hui. Il y a des situations qu'on ne peut pas changer, comme faire venir des étrangers dans ce domaine touristique, mais en revanche il y a des opportunités nouvelles que nous devons exploiter, notamment la e-gouvernance. C'est le moment ou jamais d'informatiser le fonctionnement des ministères. Ça permettrait de réduire la corruption, ça permettrait de réduire les coûts de fonctionnement, ça permettrait de plus d'efficacité. Voilà. Donc pour nous c'est une vraie opportunité, tout comme l'autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui on apporte du riz, on s'étonne que comment se fait-il qu'avec des nombreux greniers malgaches, à Béala, Nana Marvoy, Lakalot, Andap, Magouti, Bouén, etc., on soit toujours dans une situation où on exporte du riz, alors que des pays sahéliens comme le Sénégal, aujourd'hui, sont autosuffisants en matière de lait, alors que c'est très désert, et que dès l'année prochaine, ils pensent qu'ils n'auront plus à porter du riz. Parce qu'ils ont eu cette politique volontaire, bien avant la crise Covid-19. Donc, pour nous, je pense que cette crise Covid-19 aurait dû être une mer d'opportunités dans les deux sens d'ailleurs, MER et M, accent grave RE, qui pourraient être pour nous des nouvelles pistes de croissance. Dimanche prochain, deux nouvelles dispositions seraient annoncées pour la prochaine étape de ce déconfinement partiel, non pas partiel mais progressif. Quelles mesures attendiez-vous de l'État? Bon, écoutez, nous, une fois de plus, je le répète, nous voulions un dialogue serein, réfléchi, et non pas au gré de 15 jours. D'accord? Effectivement, tous les 15 jours, nous sommes sollicités, nous recevons des appels des autorités en disant qu'est-ce que vous souhaitez qu'on déclare demain? Très honnêtement, on voudrait que la réflexion aille plus loin. On voudrait qu'on réfléchisse sur un vrai programme de sortie de crise, et qu'on soit autour d'une table pour réfléchir à des solutions multidimensionnelles, aussi bien d'ordre social, d'ordre fiscal, d'ordre économique. Aujourd'hui, je me réjouis de vous dire que pour la première fois depuis de nombreuses années, nous entamons un dialogue que nous espérons fructueux pour discuter de la loi de finances 2021. Nous avons fait des propositions qui ont fait l'objet de débats depuis la semaine dernière. Donc c'est ce type de discussion constructive, technique, dans des domaines divers et variés que nous souhaitons. Je pense que l'État est tout à fait capable de réfléchir d'elle-même aux mesures pertinentes qu'elle souhaite mettre en œuvre pour les 15 premiers jours. Mais très honnêtement, si vous me demandez mon avis, au lieu de raisonner en horizon de 15 jours, nous souhaiterons raisonner en horizon de mois, n'est-ce pas? Que pour les 3 mois à venir, voilà la stratégie que nous mettons en œuvre, nous allons tout faire pour que ce soit mis en place. Ça nous donnerait beaucoup plus de visibilité, parce que de 15 jours à 15 jours, ça fait des sauts de bouton qui nous mettent dans des situations d'inconfort assez gênants.
Sur ce, mesdames et messieurs, nous remercions incessamment le président du groupement des entreprises de Madagascar, Monsieur Thierry Radzone. Je vous souhaite une excellente journée, toujours en compagnie de la radio qu'il vous faut. Merci, Monsieur Thierry Radzone.